Bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser à un type de chauffe-eau solaire très particulier et dont j'adore le principe. Le chauffe-eau solaire auto-vidangeable. Il fait partie de la famille des chauffe-eau solaires sous pression, mais il a une particularité qui le rend assez exceptionnel. Musique. Bon, je te fais pas attendre plus longtemps. La dernière fois, on a parlé du chauffe-eau solaire individuel sous pression et on a remarqué que par le simple fait qu'il était sous pression, on doit forcément avoir un vase d'expansion, une soupape de sécurité, on doit y mettre de l'antigel puisque les panneaux sont tout le temps remplis de liquide caloporteur et que l'hiver il gèle. Et en plus, on doit aussi, quand on le met en service, le remplir avec une pompe pour le mettre sous pression. Bon, imagine que tout ça, on n'en ait plus besoin. Oui, je sais, ça fait rêver. Bon, je te vois venir, tu vas me demander, oui, mais comment c'est possible ? Eh par une simple bonne idée, juste du bon sens. Posons-nous les bonnes questions. Pourquoi on met de l'antigel ? Et pourquoi on met sous pression ? L'antigel, on l'a déjà dit, c'est parce que les panneaux sont sur le toit l'hiver et qu'ils sont pleins d'eau. Et la pression alors ? Parce que pour que l'eau monte dans les panneaux, il faut la pousser dans les tuyaux. Et si certains d'entre vous ont encore des restes de cours de physique, si on veut monter de l'eau à 10 mètres, il faut un bar de pression. Si on veut monter de l'eau jusqu'à 20 mètres, il faut pousser avec 2 barres de pression. Et ainsi de suite. Et en plus, en solaire, comme les panneaux peuvent facilement dépasser les 100 degrés, qu'à partir de 100 degrés, l'eau bout, et qu'on veut l'éviter, on essaye de repousser le point d'ébullition du liquide un peu plus loin. Oui, pour éviter le plus possible au liquide de vaporiser. Et oui, plus un liquide est sous pression, et plus sa température d'ébullition va reculer. Allez, on prend un exemple avec de l'eau. Par exemple, en haut du Mont Blanc, où la pression atmosphérique est quasiment la moitié de celle au niveau de la mer, l'eau, elle bout à 85 degrés. Et si vous montez au niveau de l'Everest, l'eau va bouillir à 72 degrés. Il serait même possible de faire bouillir de l'eau à température ambiante en ayant une pression extrêmement faible, et ça s'appelle une dépression. Tiens, pour ceux qui cuisinent, dans une cocotte minute, l'eau bout à 120 degrés au lieu de 100 degrés. Car la pression monte quasiment jusqu'à 2 bars. Et c'est pour ça que les aliments cuisent plus vite, puisque l'eau est plus chaude que dans une casserole normale. Et oui, quand vous trempez des aliments dans une casserole d'eau qui bout, vous pouvez faire bouillir aussi fort que vous voulez, ça ne changera rien. L'eau ne dépassera jamais les 100 degrés parce qu'elle est à la pression ambiante. Alors économisez l'énergie. Quand l'eau bout, vous baissez le gaz. Elle continue de bouillir et l'eau sera toujours à 100 degrés. Bon, là je m'égare. Alors, un dernier exemple pour la route et puis on poursuit. L'eau de refroidissement, par exemple, d'un réacteur nucléaire à eau pressurisée, qui fonctionne aux alentours de 300 degrés, doit être mise sous pression aux alentours de 155 bars pour éviter de bouillir. Ah, c'est tellement passionnant la physique. Bon, allez, on continue. Alors, comme on veut éviter le plus possible que l'eau qui est contenue dans les panneaux solaires se mette à bouillir, on repousse un petit peu le point d'ébullition en montant la pression dans les panneaux. Et il faut bien être conscient que si le liquide dans les panneaux vaporise, ça veut dire que la vaporisation va repousser très fort tout le liquide, pratiquement tout le liquide, en dehors des panneaux, donc le liquide va descendre en bas, il va falloir qu'il trouve un endroit où se loger, sinon ça va péter quelque part. Et où est-ce qu'il va se loger, ce fameux liquide ? Parce que là on parle de plusieurs litres d'eau. Alors où est-ce qu'il va trouver de la place ? Dans le vase d'expansion. Et s'il n'y a pas de vase d'expansion ou qu'il y a un problème de vase d'expansion, là il n'y a pas d'autre choix, soit ça pète, soit le liquide va sortir par la fameuse soupape de sécurité qui est là pour ça. Et allez, je vous rajoute un dernier problème en plus, il paraît que le liquide caloporteur, c'est-à-dire le glycol, ne supporte pas les fortes chaleurs, il supporte mal les fortes chaleurs, et les changements de phase. Changement de phase, c'est-à-dire vapeur, liquide, vapeur, liquide, vapeur, liquide. Bon bref, vous comprenez bien qu'avoir du liquide sous pression dans des panneaux solaires, ça peut poser des problèmes. Et ça oblige à avoir de la pression et des organes de sécurité. Un jour, il y a un type qui s'est dit « Et si au repos, il n'y avait pas de liquide dans les panneaux et qu'on n'enverrait de l'eau que quand les panneaux seraient chauds ?» Et dès qu'il serait plus assez chaud, il y aurait plus de liquide dedans. Putain, mais pas con le mec. C'est la nuit, il fait pas beau, il gèle, il fait froid. Les panneaux sont vides. Le soleil arrive tranquillement, il chauffe les panneaux.
À partir d'un certain moment, les panneaux vont être plus chauds que le bas du ballon, le circulateur se met en route, on envoie de l'eau dans les panneaux, on fait notre échange, et il n'y a pas de problème. Ils ne peuvent pas être gelés, donc pas de casse. Tant qu'il y a des calories à aller chercher, le système tourne. Quand il n'y a plus de calories à aller chercher, le système s'arrête, toute l'eau redescend et les panneaux sont vides. Jusqu'à la prochaine fois. Donc pas de pression au repos, pas besoin de vase d'expansion, pas besoin de soupape de sécurité. Et le pompon, la cerise sur le gâteau, pas besoin de glycol. Juste de l'eau. Absolument génial. Alors là, reste bien assis, je vais te montrer un schéma de chauffe-eau solaire individuel auto-vidangeable. Mais attention, c'est seulement un exemple parmi tant d'autres. Oui, parce que finalement, les constructeurs qui se sont penchés sur la question ont fait preuve de beaucoup d'imagination. Et chacun a trouvé des solutions techniques plus ou moins originales. Du coup, tu trouveras sur le marché beaucoup de principes différents. En fait, globalement, l'originalité de chaque système, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va faire de l'eau qui s'en va des panneaux et où est-ce qu'on va la stocker. Et en fait, ce stockage, ça s'appelle la réserve. Allez, je vais être sympa, il y a beaucoup de systèmes, mais je vais quand même t'en montrer 3. Celui pour lequel la réserve est une bouteille de récupération. Celui pour lequel la réserve est un échangeur de forte capacité. Et celui pour lequel la réserve est le ballon lui-même. Mais je sais, je me répète, il y en a plein d'autres. Alors voilà un premier schéma, et voilà comment il fonctionne. Une régulation, grâce à 2 sondes de température, compare la température des panneaux avec celle du bas du ballon. Dès que le soleil tape sur les panneaux, la température monte, puis dépasse celle du bas du ballon. Et alors là, la régulation démarre la pompe de circulation, et le liquide caloporteur, qui dans notre cas est de l'eau, commence à monter vers les panneaux. L'eau, poussée par la pompe en montant vers les panneaux, remplace dans le circuit l'air qui s'y trouvait. En fait, cet air, il avance, poussé par l'eau, et sera évacué à la surface de la bouteille de récupération. Quand tout le circuit est plein, ça peut mettre quelques dizaines de secondes, l'échange de chaleur entre les panneaux et le ballon commence. Tant que les panneaux sont plus chauds que le ballon, ça continue. Et dès que le soleil se calme, l'écart de température entre le bas du ballon et les panneaux solaires se réduit et la régulation arrête la pompe. Du coup, l'eau n'étant plus poussée par la pompe vers le haut, elle redescend. Et elle termine sa chute dans la bouteille jusqu'au prochain cycle quand le soleil reviendra. Au passage, vous noterez que sur le schéma, j'ai représenté en pointillé jaune une zone hors gel. C'est la zone où on doit être sûr que ça ne gèle pas. Je peux vous dire que j'ai déjà vu des tuyaux gelés dans une toiture pas assez isolée. Alors attention, deuxième exemple. Dans cet exemple, on n'a pas de bouteille de récupération. Le principe est exactement le même, sauf que l'échangeur du ballon, il est spécifique. Il est de très gros diamètre et il est capable de récupérer tout le liquide quand il va redescendre. Je te refais pas toute l'animation parce que ça me prend un temps fou, mais le principe est le même. Le liquide monte dans le panneau quand il est suffisamment chaud et il redescend quand il n'y a plus assez de chaleur dans le panneau. Troisième exemple. Dans cet exemple, on n'a pas non plus de bouteille de récupération. La bouteille, c'est le ballon tout entier, il est rempli d'eau, mais ce n'est pas de l'eau sanitaire. C'est la mémo qui va dans les panneaux. Du coup, on appelle ça de l'eau de stockage thermique. Cette eau est chauffée au fur et à mesure par les panneaux, et ensuite, grâce à des échangeurs à plaques ou des échangeurs noyés, qu'on appelle aussi des serpentins, et qui ne sont pas représentés sur ce dessin, on va chauffer de l'eau sanitaire. En général, on a un grand serpentin qui parcourt le ballon du bas jusqu'en haut. L'eau va rentrer en bas, l'eau froide. Elle va se réchauffer puisque à l'intérieur l'eau est chaude et elle ressort chaude en haut du ballon. Et bien sûr, s'il n'y a pas de soleil, il peut y avoir un appoint pour réchauffer cette eau et là, il y a 1000 façons de le faire. On verra ça plus tard dans un chapitre sur les appoints. Le principe est exactement le même, le liquide monte dans les panneaux quand il est suffisamment chaud et il redescend quand il n'y a plus assez de chaleur dans le ballon. Alors notez que tous ces systèmes ont forcément quelque part une prise d'air, sinon la pression monterait et ça deviendrait des chauffe-eau solaires sous pression. Et voilà, tu comprends pourquoi on appelle ça des chauffe-eau solaires auto-vidangeables. Parce que quand il n'y a pas assez de chaleur à aller chercher, ils s'arrêtent et toute l'eau s'auto-vidange par simple gravité. Elle redescend. Mais alors pourquoi, si ce système est si fantastique, on n'en met pas partout ?
Ben voilà, je la voyais venir, la question qui tue. Ben oui, pas de vase d'expansion, pas de soupape de sécurité, pas de pression, pas de glycol. Pas de remplissage à la pompe à la mise en service. Il devrait même être moins cher. Eh ben il a un petit talon d'Achille. Et ça peut suffire à gâcher un petit peu sa carrière. Bon, j'explique. Pour qu'il s'auto-vidange, c'est-à-dire pour que l'eau redescende quand le cycle est fini, il faut quand même quelques conditions. D'abord, bien sûr, il faut de la pente tout du long pour que l'eau puisse toujours s'écouler et redescendre jusqu'en bas. En plus, il faut des tuyauteries adaptées, c'est-à-dire les bons diamètres. Il faut aussi que de l'air puisse rentrer, parce que sinon, si vous ne faites pas de rentrée d'air, l'eau elle coulera pas. Il faut forcément les bonnes pentes. Et oui, parce que si on ne respecte pas tout ça et que de l'eau reste dans les capteurs ou dans une zone hors gel, c'est quoi c'est la cata. C'est la catastrophe. Enfin, c'est la catastrophe, quoi. Oui, je vous ai dit que les liquides étaient incompressibles. Mais en plus, l'eau, quand elle se solidifie, elle prend du volume. Et impossible de l'en empêcher. Et là, forcément, si elle trouve pas son espace, ça va faire mal. Alors figurez-vous qu'au début, quand les systèmes autovidangeables sont arrivés, tous les fabricants, certains fabricants se sont jetés dessus, des installateurs ont trouvé ça super, ils ont commencé à en installer, mais ils étaient plus ou moins bien formés, et là ça a été compliqué. Du coup, il y a eu beaucoup de problèmes, parce que les fabricants, eux, ils avaient fait des préconisations d'installation, ils avaient dit, voilà les diamètres de tuyauterie, voilà les pentes à respecter, voilà ce que c'est qu'une zone hors gel, enfin voilà. Sauf que derrière, ça n'a pas toujours suivi. Et là, il y a eu beaucoup d'incidents, beaucoup de casses. Et donc, suite à ça, recherche de cause, recherche de responsabilité, conflit d'intérêts, expertise, bataille juridique, bref, perte de temps, perte d'argent, perte de confiance. Du coup, les gens se sont retournés vers un système un peu plus cher, un peu plus compliqué, mais beaucoup plus robuste. Le chauffe-eau solaire sous pression à circulation forcée. Celui avec du glycol, de la pression, une soupape de sécurité, un vase d'expansion et tutti quanti. Alors celui-là, il peut tomber en panne, mais il casse pas si facilement. Alors les seuls fabricants qui ont continué dans cette voie-là ont dû faire très attention aux installateurs. Donc du coup, ils ont essayé de vendre leurs produits plutôt en direct, essayer de former les installateurs, de les suivre, éventuellement d'aller faire des contrôles finaux chez les clients, pour être sûr qu'on va pas mettre en service un système qui va apporter plus de problèmes que de solutions. Voilà, tu connais maintenant toute l'histoire du chauffe-eau solaire autovidangeable. Alors ça existe toujours, et si vous optez pour cette solution, il n'y a pas de problème. Seulement, prenez un installateur qui maîtrise bien le sujet, et ça n'empêche pas de contrôler un petit peu ce qu'il fait, de vous y intéresser de près, suite à cette vidéo. Bon, la prochaine fois, on verra quoi? On verra le premier dans la famille des chauffe-eau solaires à effet thermosiphon. Alors là, je te le dis tout de suite, celui-là, c'est un de mes préférés. Je l'adore et je t'expliquerai pourquoi. Et je t'expliquerai aussi pourquoi, malheureusement, dans la réalité, on ne peut pas en mettre partout. Oui, je sais, je t'avais dit exactement la même chose pour l'autovidangeable. Et tu verras pourquoi. Allez, salut à toi et à bientôt!